Au cœur des rives paisibles du lac Léman, dissimulé derrière des murs épais et des grilles imposantes, se dresse un palais dont le nom résonne comme une énigme dans les cercles les plus fermés de l'aristocratie européenne. Un château que les regards curieux ne peuvent apercevoir, que les photographes ne peuvent immortaliser, et dont les trésors demeurent cachés au monde depuis plus d'un siècle et demi. Bienvenue dans l'univers obscur et fascinant du château de Prégny, la résidence secrète de la famille Rothschild à Genève, un lieu où se mêlent fortunes colossales, mystères ancestraux et batailles juridiques d'une ampleur inimaginable. L'histoire commence en 1855, lorsque le baron Adolphe Karl von Rothschild, membre influent de la branche napolitaine de cette dynastie bancaire légendaire, jette son dévolu sur un domaine appelé le pavillon de Prégny. À cette époque, l'Europe est en pleine transformation. Les révolutions secouent les monarchies, les empires vacillent, et la famille Rothschild, déjà considérée comme la plus riche du monde, cherche des refuges pour préserver sa fortune et son pouvoir. Adolphe Karl, alors établi à Naples, envisage d'abord cette propriété comme une simple résidence d'été. Mais le destin en décide autrement. En 1858, une révolution éclate en Italie. Le royaume des deux Siciles s'effondre dans le chaos et la violence. Face à cette tourmente, Adolphe Karl et son épouse Julie de Rothschild, et également sa cousine selon la tradition endogame de la famille, prennent la décision radicale de quitter Naples définitivement. Ils choisissent Prégny comme leur nouveau sanctuaire, un lieu où reconstruire leur vie loin des tumultes politiques qui embrasent l'Europe méridionale. Dès leur installation, Julie, passionnée par l'art des jardins à la française et à l'anglaise, entreprend des travaux pharaoniques. Elle ordonne la démolition complète du pavillon de Prégny existant pour ériger à sa place un château digne de la puissance Rothschild. Les architectes George-Henry Stokes et probablement Joseph Paxton, celui-là même qui avait conçu le Crystal Palace de Londres, sont mandatés pour concevoir cette nouvelle demeure. Entre 1858 et 1860, un palais de 1126 mètres carrés d'emprise au sol surgit du sol genevois. Ce n'est pas un simple château. C'est une forteresse du luxe, un temple dédié à l'opulence et au raffinement. Les façades s'élèvent majestueusement, ornées de détails architecturaux d'une précision vertigineuse. À l'intérieur, une succession de salons se déploie comme dans un rêve éveillé. Un salon Louis XVI au mobilier doré et aux tentures somptueuses. Un boudoir régence où chaque meuble raconte une histoire de pouvoir et de goût exquis. Une salle à manger Louis XIV revêtue de marbre rare venu des quatre coins de l'Europe. Et enfin, un fumoir Renaissance où les conversations secrètes des hommes les plus puissants du continent trouvent leur écrin. Mais ce qui frappe le plus dans ce château, ce sont les tapisseries. Sur le palier de l'escalier monumental, deux immenses tapisseries des Gobelins représentant le château de Versailles et celui du Louvre accueillent les visiteurs privilégiés. Ces œuvres d'art textile, tissées avec une patience infinie, ne sont que la partie visible d'une collection inestimable. Partout dans le château, des toiles de maître ornent les murs. Des sculptures anciennes veillent dans les angles. Des potiches japonaises, collectionnées avec une passion obsessionnelle, scintillent sous la lumière tamisée des lustres de cristal. Le château compte une quarantaine de pièces, chacune plus somptueuse que la précédente, chacune racontant un chapitre de l'histoire européenne à travers ses objets et ses œuvres d'art. Julie de Rothschild ne se contente pas du château lui-même. Elle transforme le domaine tout entier en un paradis terrestre. En 1860, une volière de style paxtonien, inspirée des serres révolutionnaires de Joseph Paxton, est érigée à l'ouest de la propriété. Des oiseaux exotiques y chantent leurs mélodies étrangères, créant une atmosphère onirique. De l'autre côté de la route de Prégny, Julie fait construire plusieurs serres gigantesques où poussent des plantes rares venues d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Le jardin devient un laboratoire botanique privé, un lieu où la nature est domestiquée et sublimée. En 1879, des écuries de style néo-renaissance française voient le jour. Ornées des armoiries des Rothschild, ces écuries sont conçues par l'architecte John Camoletti selon un plan à deux ailes retournées. L'année suivante, le même architecte érige un manège circulaire doté d'une armature métallique et d'une coupole plate reposant sur un socle de pierre de Meillerie. Ici, les chevaux de la famille sont entraînés avec une rigueur militaire. Car pour les Rothschild, même les animaux doivent refléter la perfection et l'excellence. Mais le projet le plus audacieux de Julie de Rothschild débute en 1880. À cette époque, le domaine de Prégny ne comprend que la partie supérieure du coteau. En contrebas, des parcelles de vignes appartiennent à une vingtaine de propriétaires différents. Julie, déterminée à créer un jardin pittoresque à la hauteur de sa vision, rachète l'ensemble de ce vignoble. Puis, pendant 3 années consécutives, des centaines d'ouvriers travaillent jour et nuit en équipe pour sculpter le terrain. Ils creusent, déplacent, modèlent la terre avec une énergie frénétique.
pour accélérer les travaux et terminer avant l'hiver, le terrain est fréquemment dynamité afin de faire sauter les couches de molasse, cette roche sédimentaire qui caractérise le sous-sol genevois. Le bruit des explosions résonne dans la vallée, témoignage sonore de l'ambition démesurée de cette femme. Entre 1887 et 1892, plus de 1500 arbres sont importés des pépinières et des forêts du canton. Des séquoias géants, des chênes centenaires, des hêtres majestueux transforment le paysage en un tableau vivant d'une beauté à couper le souffle. Aujourd'hui, le château de Prégny s'étend sur une superficie totale de 17,76 hectares. On y accède par 3 entrées discrètes. L'une face à la place de Prégny, une autre en face de l'église Sainte-Pétronille, et une dernière par le chemin des Cornillons. Mais ces entrées sont jalousement gardées. Aucun visiteur ne peut y pénétrer sans autorisation explicite. Aucune photographie de l'intérieur n'est autorisée. La famille Rothschild a toujours maintenu un secret quasi absolu sur ce qui se trouve entre ses murs. Pourquoi un tel mystère? Qu'y a-t-il à cacher dans ce palais genevois? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des décennies. Les experts en architecture jugent sévèrement l'extérieur du château. L'historienne de l'art genevoise Leila El-Wakil le trouve pâteau. D'autres parlent d'un édifice boursouflé, sans grâce, orné à l'excès. Mais Pauline Prévost-Marcilassi, maître de conférence à l'université de Lille, apporte un éclairage différent. Selon elle, le château de Prégny est unique parmi les quelques 60 propriétés édifiées par les Rothschild en Europe. C'est la seule demeure appartenant encore à cette illustre famille de collectionneurs et un rare témoignage du goût Rothschild, ce style si particulier qui a influencé l'aristocratie et la haute bourgeoisie pendant près d'un siècle. La valeur du château ne réside pas dans son architecture extérieure, mais dans son intérieur richement décoré et surtout dans la collection d'art qu'il abrite. Cette collection est légendaire. Des tableaux de maîtres flamands et italiens. Des meubles ayant appartenu à la famille royale française. Des objets Renaissance d'une rareté inouïe. Des tapisseries médiévales tissées d'or. Des porcelaines de Sèvres et de Messant. Des sculptures antiques. Des manuscrits enluminés. Des bijoux incrustés de pierres précieuses. La valeur totale de cette collection se compterait en centaines de millions de francs suisses, peut-être même en milliards. Personne ne le sait avec certitude car aucun inventaire complet n'a jamais été rendu public. C'est l'un des secrets les mieux gardés du monde de l'art. Le château passa en 1907 à Maurice de Rothschild, cousin d'Adolphe. Maurice, homme d'affaires avisé et diplomate influent, fit de Prégny bien plus qu'une simple résidence. De 1920 à 1939, le château accueillit des réunions de la Société des Nations, cette organisation internationale qui préfigurait les Nations Unies. Dans les salons feutrés de Prégny, des décisions qui allaient façonner le destin de l'Europe furent prises. Des traités furent négociés. Des alliances furent scellées. Le château devint un centre névralgique du pouvoir international, un lieu où la finance et la politique se rejoignaient dans un ballet discret mais d'une efficacité redoutable. À la mort de Maurice, Prégny passa à son fils Edmond de Rothschild. Né en 1926 et décédé en 1997, Edmond fut l'un des membres les plus brillants de la famille. Banquier de génie, philanthrope généreux, collectionneur éclairé, il perpétua la tradition familiale tout en l'adaptant au XXe siècle. Sous sa direction, le château continua d'être un lieu de rencontre entre l'élite mondiale. Mais Edmond veilla jalousement à préserver l'intimité du lieu. Dans les années 1990, il offrit les serres du domaine au Jardin et Conservatoire botanique de Genève, geste de générosité qui témoignait de son attachement à la science et à la culture. Mais l'histoire contemporaine du château de Prégny prend une tournure dramatique avec le décès prématuré du baron Benjamin de Rothschild en 2021. Benjamin, fils d'Edmond, était un homme discret mais d'une influence considérable dans le monde de la finance. Sa mort soudaine ouvre une crise familiale sans précédent. Aujourd'hui, le château est au centre d'une bataille juridique qui déchire la famille Rothschild. D'un côté, la baronne Nadine de Rothschild, veuve d'Edmond et âgée de 93 ans. De l'autre, sa belle-fille Ariane de Rothschild, veuve de Benjamin, et ses 4 petites filles âgées de 23 à 29 ans. L'objet de ce conflit? La collection d'art du château, ce trésor accumulé pendant plus d'un siècle et demi. Nadine de Rothschild souhaite créer un musée pour exposer sa part du patrimoine familial. Elle estime que ces œuvres d'art, d'une valeur inestimable, doivent être partagées avec le public. Elle veut ouvrir les portes de Prégny, lever le voile sur ce mystère séculaire, permettre enfin au monde de contempler ce qui a été caché pendant si longtemps. Mais Ariane de Rothschild et ses filles s'y opposent fermement. Elle refuse catégoriquement de diviser ou de partager la collection.
Pour elle, le patrimoine doit rester intact et privé. C'est une question de tradition, de respect des ancêtres, de préservation de l'héritage familial. 3 procédures judiciaires opposent actuellement les 2 matriarches. Les audiences se succèdent devant les tribunaux genevois. Les avocats des 2 parties déploient des trésors d'argumentation juridique. Les enjeux sont colossaux. Il ne s'agit pas seulement d'argent, bien que les sommes en jeu soient vertigineuses. Il s'agit de savoir qui contrôlera l'héritage Rothschild pour les générations futures. Qui décidera du destin de ces tableaux, de ces sculptures, de ces meubles chargés d'histoire? En 2025, la justice genevoise a rendu une première décision en refusant à Nadine l'accès au château familial. Une victoire pour Ariane et ses filles. Mais la guerre est loin d'être terminée. Les recours s'accumulent. Les procédures s'enlisent. Et pendant ce temps, le château de Prégny reste fermé, ses trésors invisibles, ses secrets intacts. Cette affaire révèle une vérité profonde sur la famille Rothschild. Malgré leur richesse colossale et leur pouvoir immense, ils ne sont pas à l'abri des conflits humains les plus basiques. L'argent ne protège pas des querelles familiales. La fortune ne garantit pas l'harmonie. Et les palais les plus somptueux peuvent devenir des champs de bataille lorsque l'héritage est en jeu. Le château de Prégny, symbole de réussite et de raffinement, est aujourd'hui le théâtre d'un drame familial d'une ampleur exceptionnelle. Mais Prégny n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'empire immobilier des Rothschild. Cette famille a bâti, au fil des siècles, un réseau de propriétés d'une envergure stupéfiante. En France, le château de Ferrières en Seine-et-Marne demeure l'un des joyaux de la couronne Rothschild. Construit entre 1859 et 1862 par l'architecte Joseph Paxton à la demande de James de Rothschild, Ferrières fut conçu pour être une version agrandie et améliorée de Manmore Towers en Angleterre. James aurait déclaré à Paxton, « Construisez-moi un Manmore, mais en plus grand ». Et Paxton s'exécuta avec brio. Le château de Ferrières couvre 4000 hectares. Il comporte des appartements pour 100 domestiques et des écuries pour 80 chevaux. La cuisine était logée dans un bâtiment séparé et, pour que les plats arrivent chauds dans la salle à manger, un chemin de fer souterrain les convoyait jusqu'au château. Cette prouesse technique témoigne du souci du détail et de la recherche de la perfection qui caractérisait les Rothschild. Le domaine était suffisamment vaste pour accueillir une ferme modèle et offrait un territoire idéal pour la chasse, passion partagée par toute l'aristocratie européenne. De nombreux autres distingués visitèrent Ferrières pendant la saison de chasse. Le plus notable fut Napoléon III lui-même, qui arriva le 17 février 1862. Après avoir planté un arbre pour commémorer sa visite, l'empereur partit chasser avec James. Le soir venu, il fut diverti par le chœur de l'Opéra de Paris dirigé par Gioacchino Rossini en personne. Cette soirée légendaire illustre parfaitement le rôle que jouaient les châteaux Rothschild, des lieux où le pouvoir politique et la culture se rencontraient, où les décisions d'État pouvaient être influencées au détour d'une conversation après le dîner. Mais l'histoire de Ferrières connut également des heures sombres. En 1870, lors de la guerre franco-prussienne, le château fut réquisitionné par l'armée prussienne. Bismarck, alors ambassadeur à Paris et ami personnel de la famille Rothschild, avait séjourné à Ferrières à plusieurs reprises. Il appréciait tellement le château qu'il persuada son roi d'en faire le quartier général prussien lors de l'invasion de Paris. Une ironie cruelle pour la famille qui avait construit ce palais comme un symbole de leur réussite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ferrières fut saisi par les Allemands lors de l'occupation de la France. Le château resta vide jusqu'en 1959, date à laquelle le baron Guy de Rothschild et son épouse Marie-Hélène décidèrent de le rouvrir. Marie-Hélène de Rothschild, née en 1927 et décédée en 1996, fut l'une des femmes les plus fascinantes de son époque. Organisatrice de soirées légendaires, elle transforma Ferrières en un lieu où la noblesse européenne côtoyait les musiciens, les artistes, les créateurs de mode et les stars d'Hollywood. Elle était célèbre pour ses bals à thème somptueux et ses événements caritatifs. Le plus fameux fut le bal surréaliste du 12 décembre 1972, une soirée qui marqua les esprits par son audace et sa créativité débridée. En 1975, le château de Ferrières fut offert à la chancellerie des universités de Paris par Guy et Marie-Hélène de Rothschild, mais ils conservèrent la maison qu'ils avaient fait construire dans les bois entourant le château. En Angleterre, le Waddesdon Manor dans le Buckinghamshire représente peut-être la plus célèbre de toutes les demeures Rothschild. En 1874, Ferdinand de Rothschild acheta un magnifique terrain dans la vallée d'Aylesbury. Inspiré par les châteaux de la Loire, il engagea l'architecte français Gabriel Hippolyte Détailleur pour lui construire sa propre maison de campagne à la française, avec des tours et des escaliers extérieurs tels qu'il en avait vu en Touraine.
La construction de Wadesdon Manor prit près de 7 ans. La première grande réception fut donnée en 1884. Les invités furent stupéfaits de découvrir les 2 tours du château de Maintenon, les cheminées de Chambord, les lucarnes d'Annay, 2 versions de l'escalier de Blois. L'énorme manoir comptait 70 pièces et fut décrit par un journaliste contemporain comme un contournement absolument époustouflant du confort domestique. La plupart des meubles venaient de France et avaient appartenu à la famille royale. Les objets d'art inestimables comprenaient des tapis de la Savonnerie, des tapisseries de Beauvais, de la porcelaine de Sèvres. Beaucoup de tableaux provenaient d'intérieurs parisiens du XVIIIe siècle, mais Ferdinand les mélangeait avec succès avec des portraits anglais et des maîtres hollandais. Dans une famille de collectionneurs distingués, Ferdinand était prééminent. La salle Wadesdon Buckest au British Museum fut établie pour accueillir l'énorme collection qu'il légua à l'institution dans son testament. Après la mort de Ferdinand en 1898, le domaine passa à sa sœur Alice de Rothschild. Miss Alice était étroitement impliquée dans la conception de Wadesdon, disposant de sa propre suite au premier étage. Elle aimait aussi collectionner et achetait des œuvres d'art en compétition avec Ferdinand ou d'autres membres de la famille. Lors de la célèbre vente du Hamilton Palace en 1882, elle, Ferdinand et Edmond achetèrent tous d'importantes pièces de mobilier français du XVIIIe siècle. Elle est surtout connue pour son régime de gestion rigoureuse, appelé les règles de Miss Alice, et son amour presque fanatique des jardins. Ces méthodes forment la base des propres politiques de conservation du National Trust. Lorsque le prince de Galles, devenu Édouard VII, rendit visite à Wadesdon et demanda à lever les stores pour voir les tableaux, Miss Alice refusa. Son souci méticuleux s'étendait également au jardin de Wadesdon. En 1906, elle conçut un bac d'égouttement pour sa limousine afin que chaque goutte d'huile ou d'eau soit collectée pour ne pas abîmer les allées. Miss Alice laissa le domaine à son petit-neveu James de Rothschild, qui légua la maison au National Trust en 1957. Aujourd'hui, Wadesdon Manor est ouvert au public et constitue l'une des attractions les plus populaires du National Trust. Le château attire plus de 463 000 visiteurs par an. Les caves de Wadesdon contiennent une autre collection considérable, 15 000 bouteilles de vins historiques des domaines de la famille, Château Lafite Rothschild et Château Mouton Rothschild. Datant de 1868, c'est la plus grande collection de vins Rothschild au monde. Mais revenons au mystère central de notre récit, pourquoi tant de secrets autour du château de Prégny et d'autres propriétés Rothschild? La réponse se trouve peut-être dans la nature même de la richesse et du pouvoir. Les Rothschild ont compris, dès le XVIIIe siècle, que la discrétion était une arme aussi puissante que l'argent. Mayer Amschel Rothschild, fondateur de la dynastie, aurait déclaré « Permettez-moi d'émettre et de contrôler l'argent d'une nation, et peu m'importe qui écrit ses lois ». Cette phrase, qu'elle soit authentique ou apocryphe, résume parfaitement la philosophie de la famille. Le pouvoir véritable s'exerce dans l'ombre, loin des regards indiscrets, à l'abri des murs épais des châteaux secrets. Les documents internes révélés par le Consortium international des journalistes d'investigation en 2017 ont mis en lumière l'existence d'un réseau complexe de trusts offshore et de sociétés écrans créés par Illy de Rothschild dans les îles Cook, un territoire indépendant du Pacifique Sud. Au moins 20 trusts et 10 sociétés holdings ont été établis, portant des noms délibérément opaques comme Anon Trust, Benon Trust et Denon Trust. Tous ces trusts sont liés dans un réseau multicouche et compliqué. La nature complexe des arrangements financiers dans les îles du Pacifique et leur quasi-totale confidentialité rendaient difficile l'identification de la main de Rothschild dans ces entités offshore. Cette révélation confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, la fortune des Rothschild est aussi bien cachée que leur palais. Le château d'Armainvilliers, situé à 50 km à l'est de Paris en Seine-et-Marne, illustre une autre facette de la saga immobilière Rothschild. Avec des origines remontant au XIIe siècle, ce grand domaine a évolué à travers des siècles de propriété aristocratique, de transformation architecturale et d'importance historique. De sa forteresse médiévale à son renouveau Renaissance sous la famille Rothschild, et plus tard aux rénovations opulentes commandées par le roi Hassan II du Maroc, le domaine représente aujourd'hui un rare mélange d'héritage et de luxe contemporain. Actuellement mis en vente par Kretz Family Real Estate pour 180 millions d'euros, ce domaine de 1100 hectares est l'une des propriétés les plus grandes et les plus historiquement significatives sur le marché français. La structure existante fut remplacée par un nouveau château de style anglo-normand, conçu par les architectes Félix Langlais et Émile Ullmann. La nouvelle résidence fut achevée en 1881 et portait les caractéristiques des domaines de campagne anglais, avec des toits fortement pentus, des colombages décoratifs et des jardins expansifs. Pendant cette période, le domaine connut une expansion significative, passant de 250 hectares à l'impressionnant chiffre de 3961 hectares au tournant du siècle. Les Rothschild introduisirent un haras,
de nombreuses dépendances et de vastes terrains de chasse. L'architecte paysagiste Élie Lenné fut mandaté pour concevoir le parc, incorporant des séquoias et un lac pittoresque entouré de statues, créant un environnement raffiné pour la récréation et la grandeur. Sous la famille Rothschild, le château d'Armainvilliers devint un lieu de rassemblement pour les élites européennes, accueillant des réceptions somptueuses et servant de symbole de puissance financière et culturelle. Pendant la Première Guerre mondiale, le château d'Armainvilliers servit d'infirmerie pour les soldats blessés, soulignant son adaptabilité au-delà du loisir aristocratique. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, le domaine fut occupé par les forces allemandes, rappelant de manière frappante l'importance stratégique de la région. Malgré ces interruptions, le château resta structurellement intact, préservant une grande partie de sa grandeur originale pour les générations futures. Après la guerre, la famille Rothschild conserva la propriété jusqu'aux années 1980, lorsque le domaine fut vendu au roi Hassan II du Maroc, inaugurant une nouvelle ère transformatrice. En 1984, le roi Hassan II acquit le château d'Armainvilliers et entreprit un autre vaste projet de rénovation. Sa vision était de moderniser le domaine tout en préservant son élégance historique. Les rénovations inclurent l'ajout d'intérieurs d'inspiration marocaine, reflétant le patrimoine culturel de son nouveau propriétaire. Le domaine passa ensuite entre différentes mains, mais reste aujourd'hui l'un des témoignages les plus impressionnants de la capacité des Rothschild à créer des mondes à part entière. Le château Rothschild de Boulogne-Billancourt, construit de 1855 à 1861 dans le style Louis XIV à la demande du banquier James de Rothschild, représente une autre page tragique de l'histoire de la famille. Il était entouré de jardins à la française et à l'anglaise sur 30 hectares. Le château fut longtemps un lieu de rencontre de la haute société. Pillé par les Allemands et endommagé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut ensuite vendu. Totalement abandonné, il tomba progressivement en ruine et fut vandalisé. Très dégradé, il fut acheté par le groupe immobilier Novaxia en 2016, qui avait l'intention de le restaurer et probablement de construire des logements sur le terrain. Cette histoire illustre le destin changeant de ces palais qui, malgré leur splendeur passée, ne sont pas à l'abri de la destruction et de l'oubli. Pendant l'occupation, du 1er juillet 1940 au 19 août 1944, les Allemands installèrent l'état-major de la Kriegsmarine dans la propriété et renvoyèrent le régisseur. Les œuvres d'art, meubles, tableaux, statues, la collection de potiches japonaises furent envoyées en Allemagne. L'installation de ce haut commandement préserva le château et le parc jusqu'à la libération. En septembre 1944, les Américains firent du château des Rothschild évacué par la Kriegsmarine un centre de transit. Les pagodes, les portiques, les ponts, les kiosques, les arbres du parc servirent de bois de chauffage, le reste de la décoration intérieure disparut. Le parc subit le saccage des poids lourds auxquels il servait de stationnement. À son retour, la famille Rothschild, dont tous les membres, hormis Edmond qui était officier, avaient été déchus le 6 septembre 1940 de leur nationalité par la France, découvrit son château saccagé et ne revint pas y habiter. Cette tragédie personnelle témoigne des bouleversements que même les familles les plus puissantes ont dû endurer pendant la guerre. Le fait que la République française ait retiré leur nationalité aux Rothschild, qui avaient tant contribué à la grandeur économique et culturelle du pays, reste une tache sombre dans l'histoire de France. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet empire immobilier ? Certains châteaux, comme Wadesdon Manor et Ferrières, sont devenus des musées ouverts au public. D'autres, comme Prégny, demeurent des forteresses impénétrables où les secrets continuent de s'accumuler. Les batailles juridiques font rage pour déterminer qui contrôlera ces trésors. Les héritiers se déchirent, reproduisant à leur échelle les conflits qui ont jalonné l'histoire européenne. Car derrière les façades somptueuses, derrière les jardins impeccables, derrière les collections d'art inestimables, se cachent des drames humains universels. L'ambition, la jalousie, le pouvoir, la peur de perdre ce qui a été si difficilement acquis. Le mystère du château de Prégny symbolise cette dualité. D'un côté, un palais magnifique, témoin de l'histoire européenne, gardien de trésors artistiques qui appartiennent au patrimoine de l'humanité. De l'autre, une famille divisée, incapable de s'accorder sur le destin de cet héritage. Nadine de Rothschild, à 93 ans, se bat pour que ces merveilles soient enfin révélées au monde. Ariane de Rothschild et ses filles se battent pour préserver l'intimité et l'intégrité du patrimoine familial. Qui a raison ? Les tribunaux décideront peut-être, mais la vraie question demeure, dans quelle mesure les trésors accumulés par une famille privée appartiennent-ils également à l'humanité ? Les Rothschild ont façonné l'Europe moderne. Leur influence sur la finance, la politique, l'art et la culture est indéniable. Leurs palais sont des témoignages vivants d'une époque où la richesse pouvait acheter non seulement le confort,
mais aussi le pouvoir de modeler le monde. Chaque château raconte une histoire. Ferrières parle de la rencontre entre l'argent et la politique. Ouadesdon évoque le goût exquis et la passion du collectionneur. Boulogne-Billancourt rappelle les tragédies de la guerre. Armainvilliers illustre les transformations et les passages de propriété. Et Prégny? Prégny reste une énigme, un mystère non résolu, un palais secret dont les portes restent fermées au monde. Dans les années à venir, peut-être que ces portes s'ouvriront. Peut-être que les touristes pourront enfin déambuler dans les salons où se sont décidées les destinées de nations. Peut-être que les chercheurs pourront étudier les collections qui ont été cachées pendant si longtemps. Ou peut-être que le château de Prégny restera à jamais un mystère, un symbole de tout ce que nous ne saurons jamais sur les coulisses du pouvoir et de la richesse. Une chose est certaine, l'histoire de la famille Rothschild et de ses palais secrets continuera de fasciner, d'intriguer et d'inspirer les générations futures. Car au-delà de l'argent et du pouvoir, ces châteaux parlent de quelque chose de plus profond, le désir humain de laisser une trace, de créer quelque chose qui survivra au siècle, de défier la mort elle-même par la beauté et la grandeur. Et dans ce désir, les Rothschild ont indéniablement réussi.